Salut camarades, parlons aujourd'hui du règne de Mehmed II, le conquérant, considéré avec Soleiman, le magnifique ou le législateur pour les Turcs, comme les sultans ottomans les plus célèbres. Alors oui, je sais, on a déjà parlé de son enfance, de son premier règne lorsqu'il avait 12 ans, puis du deuxième qui commença en 1451, avec notamment la fameuse prise de Constantinople, qui marqua un tournant non seulement dans son règne, mais aussi dans l'histoire ottomane, et de façon plus globale dans l'histoire européenne, voire mondiale. Mais c'est que le début, bah oui, il va vivre encore 28 ans, et vu la bougeotte infatigable qu'il habitait, il a eu le temps de léguer à son empire un peu plus qu'une prestigieuse capitale, son règne préfigurant déjà l'âge d'or que serait le grand XVIe siècle ottoman. On l'a vu, au début de son règne, il doit faire ses preuves étant fort peu apprécié de sa cour, son peuple et son armée, et risquant fortement d'être destitué. Mais audacieux et téméraire malgré son très jeune âge, ce qu'on verra aussi le reste de son règne, il fait aussitôt le pari très risqué de s'emparer de Constantinople. C'est risqué parce que c'est quitte ou double. S'il échoue, il perd sans aucun doute son trône et potentiellement sa vie, mais s'il réussit, non seulement il le garde, non seulement il assoit solidement son pouvoir, mais en plus la portée symbolique de cet acte serait alors immense. Bon, vous le savez, il y est parvenu le 29 mai 1453. Alors oui, je sais, gna gna gna, le fruit était gâté, il n'attendait plus que de tomber, il n'y a pas de quoi rouler des mécaniques. N'empêche qu'il est le premier à avoir passé les murailles en près de 1000 piges, et ce en ayant l'idée visionnaire de développer son artillerie bien plus que tout ce qui se pratiquait alors en Europe, et en palliant à l'incurie maritime de ses ancêtres en faisant construire une toute nouvelle flotte, sans oublier le fait qu'il était très jeune, très inexpérimenté et très impopulaire parmi ses nobles, son conseil et son armée, et ce alors même que ses conseillers très puissants et très populaires, eux, s'y opposaient fermement. Donc, chut. Et c'est pour ça que je me permets d'intimer l'ordre à certains salisseurs de mémoire qui feraient mieux de fermer leur claque-merde. Ah. Bref, la portée symbolique de cette conquête est en effet immense. Au-delà d'une preuve de ses qualités militaires ou de l'avantage géographique que ça représente, lui permettant enfin de rallier les deux parties de son sultanat et de contrôler le Bosphore, cela lui confère aussi un prestige incomparable. Ses ancêtres, descendus des steppes jusqu'en Anatolie, avaient recherché la validation du monde musulman en demandant et en obtenant sous Bayezid Ier l'ancien titre de sultan de Roum, Roum étant le nom donné aux Byzantins qui se disaient romains. Et bien ce titre, il était autrefois détenu par les Seldjoukides d'Anatolie, véritables caïds locaux dont les premiers ottomans se réclamaient, comme tous les autres petits émirs turcomans du coin. Et bien Mehmed, par cette conquête, vient d'amplement dépasser tout ce que ce glorieux modèle, puis ses propres ancêtres, avaient réalisé. Et de tous ceux qui ont porté le titre de sultan des Romains, lui seul le méritait vraiment, puisqu'il était le premier à s'être emparé de leur capitale. Mais la portée en est plus grande encore. Ça ne fait pas de lui uniquement le seul héritier légitime des Seldjoukides anatoliens, damant ainsi le pion aux autres émirs turcomans du coin. Bah non. Ayant réalisé, par sa conquête, une prophétie attribuée à Muhammad que personne en 800 ans, parmi les grands souverains musulmans, n'avait jamais réussi à accomplir, pas même les glorieux califats omeyyades ou abbassides, eh ben il peut se vanter désormais d'être le plus grand souverain musulman de tous les temps. Et ce n'est pas tout, parce qu'en plus, il peut aussi se vanter d'être le seul héritier légitime de l'Empire romain, ce dont ces grands califats ne s'étaient pas privés, mais sans pourtant avoir réussi ce que lui venait d'accomplir. C'est quand même pas mal pour un mec dont les ancêtres un siècle avant étaient de simples émirs gazis des frontières du Dar al-Islam, et pour un mec surtout que personne ne prenait au sérieux au début de son règne. Et c'est qui le lion maintenant ? Il vient donc de couvrir sa dynastie de titres prestigieux et d'assurer l'avenir de celle-ci en tant que grande puissance, à cheval entre l'Asie et l'Europe, entre l'Orient et l'Occident, avec suffisamment de légitimité désormais pour au moins prétendre à l'hégémonie sur toutes ces terres. Rien que ça, terres d'ailleurs qu'il s'efforcera de conquérir. Avec lui donc, le sultanat ottoman s'impose encore un peu plus comme grande puissance, avec laquelle les occidentaux comme le monde musulman sont désormais bien obligés de composer, que ça leur plaise ou non. Et parmi ces nouveaux titres, celui d'héritier de l'Empire romain lui tient particulièrement à cœur. C'est pourquoi cet héritage, il va aussitôt chercher à l'exprimer à travers Constantinople, dont il veut à tout prix, dès sa prise, faire sa nouvelle capitale. À cette fin, il interrompt les 3 jours de pillage prévus, ce qui fait pas mal gueuler son armée d'ailleurs, mais qui malgré tout ne moufte pas, ce qui montre bien son nouveau prestige. Il autorise aussi les Grecs non réduits en esclavage à revenir chez eux, affranchit son 5e des esclaves afin qu'eux aussi réoccupent leur quartier de la ville, protège une partie des Grecs réfugiés à Sainte-Sophie, interdit le pillage de celle-ci, et enfin accorde un statut officiel à la nouvelle communauté byzantine, et donc orthodoxe, de son sultanat, en leur attribuant un patriarche, Gennadios, avec qui il écrit la constitution de leur millet, leur communauté d'un point de vue juridique musulman. Mais tout en cherchant à respecter cet héritage, il cherche aussi à affirmer sa volonté d'être le plus grand prince musulman. Il faut donc que sa capitale, autrefois celle du monde romain et orthodoxe, devienne celle de l'islam.
Avant de parler de ça, il y a un point que j'avais oublié d'évoquer lors de la vidéo sur la prise de Constantinople et que j'ai aussi oublié d'évoquer ici. Lors du siège de Constantinople en 1453, des hommes de Mehmet ont découvert la tombe d'Eyoub, un compagnon du prophète qui avait lui-même assiégé la ville en 670 et qui était mort pendant le siège. Et du coup, ça a permis à Mehmet de se raccorder directement à la grande tradition musulmane en faisant de la conquête de Constantinople une sorte de continuation aussi des grands empires et des grandes dynasties musulmanes avant lui. Point très important, puisque la mosquée d'Eyoub, qui a été construite par Mehmet justement pour honorer ce compagnon du prophète, est désormais le site musulman le plus visité et le plus sacré de Turquie. Donc vaut mieux que j'en cause, parce que histoire de faire de sa ville la capitale de l'islam, ça passe aussi un petit peu par ça. C'était con de ma part. Voilà, fin de la parenthèse. Et donc il faut la peupler de musulmans, c'est logique. Tout son règne et non sans difficulté, il fera donc déporter des populations entières des quatre coins de son empire, qu'il s'agisse de nomades, de citadins, de commerçants, de notables, d'intellectuels, etc., pour les faire s'installer dans Constantinople, devenue au fil des siècles une coquille vide. Avoisinant, selon certaines sources, le million d'habitants au XIIe siècle, en faisant l'une des plus grandes, si ce n'est la plus grande cité habitée du monde, elle n'en a plus que 40 à 50 000 à la veille de sa prise. Elle est en effet si vide qu'en plus de toutes ces populations musulmanes, il va aussi y rajouter allègrement des Grecs, des Juifs, des Arméniens, etc., au fur et à mesure de ses conquêtes ou simplement de ses lubies. Et qu'est-ce qu'ils en pensent tous? Ah bah ils râlent, puisque fidèle à ses habitudes, Mehmet leur a absolument pas demandé leur avis. En plus de ça, particulièrement pour un nomade, être obligé de vivre en ville, ça énerve. Des cailloux, ça m'énerve! Ça l'énerve, les cailloux? Bon, c'est un nomade, hein. La baraque cossue ou le clapier à pécor, il fait pas la différence. Hein. Mais faire de Constantinople, autrefois centre du monde orthodoxe et romain, la nouvelle capitale de l'islam, ça passe aussi par l'architecture. C'est logique. Et puis d'ailleurs, vu l'état de délabrement du bousin, ça ne va pas lui faire de mal un peu de relooking. Une ville musulmane à l'époque se développe de façon circulaire, quartier après quartier, autour de chaque nouvelle mosquée, avec des strates allant des plus riches et des plus nobles au plus près de la mosquée, jusqu'aux couches les plus populaires de la société, avec les métiers les moins bien vus comme les tanneurs, etc. A l'inverse, une ville byzantine se définissait par ses grands axes, ses forums, ses hippodromes, ses églises, ses théâtres, ses palais, etc. Autre grande différence, si la pierre était surabondante chez les Byzantins, elle sera désormais quasiment exclusivement réservée aux constructions religieuses et publiques, le reste étant construit en bois, ce qui a causé pas mal d'incendies ravageurs dans l'histoire de Constantinople d'ailleurs. Donc, en quelques décennies à peine, Mehmet va tellement transfigurer la cité que bien malin qui pourra reconnaître Constantinople dans Constantinia. Il lance donc très vite des travaux. Il fait rénover la ville, notamment les murailles, raser certaines ruines irrécupérables comme l'ancien palais des empereurs, et fait construire un premier palais de bois en centre-ville, qu'il abandonnera assez vite pour en faire construire un nouveau en 1459, appelé Yeni Saray, le nouveau palais, qui deviendra un jour Topkapı, sur ce qui est devenu la pointe du sérail. Ce nouveau palais, entouré de jardins luxuriants et de hautes murailles, convient d'ailleurs mieux à un souverain, car il est éloigné de la foule, contrairement à l'ancien. Autre héritage typiquement musulman, qui souligne aussi le nouveau statut de Mehmet, un sultan aussi puissant tenant son pouvoir de dieu, se devant de garder une aura de mystère et de sacré. Surtout quand on est considéré comme l'ombre de Dieu sur terre. Il érige aussi une forteresse, celle de Yedikule, qui restera aussi tristement célèbre que la Bastille ou la Tour de Londres, un marché couvert à l'origine du Grand Bazar actuel, et donc évidemment, histoire d'islamiser sa cité, une mosquée à partir de 1463, la Fatih Jami, la mosquée du conquérant, dans laquelle on l'enterrera, et qu'il a fait construire sur l'ancienne église des Saints Apôtres. Ça ne vous dit rien? C'est là qu'on enterrait les empereurs byzantins. Comme quoi, l'héritage n'est jamais bien loin. D'ailleurs, autre récupération de l'héritage romain, dès qu'il rentre dans la ville, il fait de Sainte-Sophie, qui fascine les Ottomans par son architecture monumentale et séculaire, et qui restera d'ailleurs l'édifice religieux le plus vaste jusqu'au XVIIe siècle, une mosquée. Et puis ce n'est pas tout. Autoritaire comme d'habitude, il encourage vivement ses dignitaires, vizirs et autres à faire construire à leurs frais des bâtiments publics comme des médressés, des caravansérails, etc. Et donc évidemment des mosquées pour qu'autour se développent de nouveaux quartiers. Ça a dû en saouler plus d'un, mais en même temps valait mieux la boucler. Il se trouve que j'ai autre chose à foutre que de faire construire des baraques de 400 pieds de haut qui vont me coûter la peau des fesses. Ainsi, dès la fin du XVe siècle, Constantinople sera habitée par 100 à 200 000 personnes, ce qui n'est encore qu'un début, mais elle regorge déjà de mosquées, de bazars, de médressés, de hammams, de caravansérails, etc., redevenant ainsi une cité glorieuse, alors certes moins qu'à l'apogée de l'Empire romain d'Orient, mais déjà bien plus que tout ce que les efforts byzantins avaient permis depuis 1204. Mais elle devient aussi une cité très différente, pour le coup. Le double pari de respecter l'héritage de capitale romaine et quasi mondiale, puisqu'elle était connue jusqu'en Chine, et fut l'une des villes, si ce n'est la ville la plus habitée du monde, tout en faisant la nouvelle capitale ottomane et le nouveau centre du monde musulman, semblait donc bien respecté. Et encore une fois, ça n'était qu'un début. Les 16e et 17e siècles lui réservent encore de très belles surprises.
Mais comme je le disais, Constantinople n'est pas son seul héritage ni sa seule préoccupation, loin de là. Dixit le mec qui vient de faire un bon tiers de la vidéo là-dessus, avec des éléments déjà vus dans des vidéos précédentes. Bref, son pouvoir affermi par la conquête de la cité, le jeune Mehmed peut procéder à de nombreux changements, notamment pour imposer sa conception du pouvoir, qui consiste dans un premier temps à se débarrasser de ceux qui lui marchent un petit peu trop sur les pieds et qui limitent sa puissance. Il commence notamment, comme on l'a vu, par faire du jeune et ambitieux Zaganos Pacha son grand vizir, en décapitant l'ancien, Halil Jandarli Pacha, hérité de son père, issu d'une grande famille aristocratique ottomane, mais qui lui cassait les noix depuis bien trop longtemps. Je suis navré, mais vous avez pourri le groove de l'empereur. Au-delà d'une profonde inimitié personnelle et d'un conflit générationnel entre le parti de la guerre, donc Mehmed, Zaganos et d'autres jeunes ottomans ambitieux, le plus souvent d'origine chrétienne et de basse extraction, et celui des plus mesurés, qui sont généralement d'anciens conseillers de Mourad II, aristocrates et tout, eh bien Mehmed cherche surtout à évincer ces fameuses grandes familles ottomanes, qui certes ont fait de la sienne ce qu'elle est, mais qui désormais sont devenues trop gênantes pour sa conception autoritaire et centralisatrice du pouvoir. Mais il n'est pas fou, il ne compte pas régner tout seul. Mais à la place, il va privilégier le système des Kapı Kulari, ou Kapı Kulu. Qu'est-ce que c'est Kapı Kulu ? Eh bien c'est un ensemble d'esclaves, le plus souvent d'origine chrétienne des Balkans, qu'on a enlevés à leur famille très jeune, c'est le principe du devşirme, la cueillette ou la moisson, appelez ça comme vous voulez, qu'on a ensuite islamisé puis formé en fonction de leurs capacités, allant soit vers l'armée, avec par exemple les janissaires, la cavalerie de la porte, etc., soit vers l'administration. Ainsi, le sultan se retrouve avec des dignitaires, des conseillers, des militaires, des vizirs, des fonctionnaires, qui lui sont entièrement dévoués puisque il les a sortis de leur situation de pécore, qui sont assurément compétents puisqu'ils ont gravi les échelons tout seuls, et qui sont ses esclaves, au sens où il a tout pouvoir sur eux. Alors oui, je sais, en Europe on a beaucoup dit que c'était vraiment horrible comme système, c'est vrai que c'est pas Jojo. N'empêche que très vite, il y a des familles musulmanes qui pourtant sont exemptées de ça, qui intervertissaient leurs mômes avec des mômes chrétiens, histoire que leur progéniture, elles se sortent les deux pieds de la merde. Comme quoi, bon, c'est peut-être pas Jojo, mais ça n'intéressait de trois. Donc même s'il y a corruption, trahison, etc., c'est pas grave, parce que rien ne l'empêche de les destituer, de les exécuter, de faire saisir leurs biens de leur vivant, ou de récupérer leurs biens et leurs charges à leur mort, évitant ainsi la dispersion des finances ottomanes, mais évitant aussi que leurs fils potentiellement moins compétents qu'eux héritent bêtement de leurs charges, comme ça a parfois gangréné l'aristocratie européenne. Bah non, là à la place, les finances reviennent au trésor ottoman, et les charges reviennent à de nouveaux esclaves ayant eux aussi fait leurs preuves. On a donc un système lui permettant d'être entouré de gens fidèles car lui devant tout, efficaces car ayant réussi grâce à leur seule capacité, sur lesquels il a un pouvoir absolu et qui sont parfaitement interchangeables. Le rêve de tout autocrate. Il faut que je vois ça, moi. Voilà, là je vois ça, ça va maintenant. Fort de tout ça, Mehmed passera son règne à se concentrer sur ses conquêtes et ses expéditions militaires. Mais pour ça, il ne faut pas que des hommes compétents et obéissants, il faut aussi du bif, et là non plus il n'épargnera rien. Déjà, ses conquêtes et ses razzias lui rapportent un butin mirobolant, qui permettront longtemps la prospérité du sultanat ottoman dont l'essor dépendait de sa capacité d'expansion, ce qui poussa assez vite les élites d'ailleurs à considérer l'économie avec dédain, la refourguant à d'autres, généralement des étrangers, considérant que s'ils avaient besoin de thunes, il suffisait de conquérir une nouvelle terre. Ce qui les amènera assez vite à leur déclin quand les conquêtes se tariront et que des étrangers auront tellement ingéré dans leur économie qu'ils n'auront plus aucun pouvoir dessus. Mais même si pour le moment ces conquêtes lui rapportent encore un bon paquet de pognon, ça n'est pas encore assez. Et puis c'est casse-gueule, financer des campagnes par d'autres campagnes, ça tourne assez vite en rond. Il emploiera donc d'autres moyens, comme par exemple des dévaluations régulières de la monnaie afin de remplir les caisses, dévaluations qui évidemment vont affaiblir son économie, et qui surtout vont faire bien gueuler les populations, ça se comprend. Et en plus, histoire que personne n'y contrevienne, ces fonctionnaires et militaires ont ordre de tout vérifier, ayant permission de tout fouiller et de tout saisir. À l'époque, ça devait pas être la joie dans les chaumières. Et vous n'avez pas peur des contrôles, non? Ça m'effraie pas plus que ça. Ah ouais, moi je serais vous, je me méfierais quand même, surtout dans les jours qui viennent. En plus de ça, en tant que sultan, selon le droit musulman, toutes les terres de son empire sont à lui, sauf certaines propriétés privées, que ce soit des boutiques, des maisons, des terres, etc., appartenant à certaines familles, propriétés qu'on appelle dans ce cas-là mulk, ou d'autres appartenant à des ordres religieux, propriétés qu'on appelle dans ce cas-là vakf. Eh bien là aussi, en bon autoritaire, il va s'attribuer un bon paquet de ses propriétés privées sans demander l'avis de leurs propriétaires. Pourquoi ? Pour le plus souvent les redistribuer sous forme de timars, des terres sources de revenus, à ses fonctionnaires ou militaires, qu'on appelle dans ce cas des timariotes, qu'il veut fidéliser et dont surtout il veut augmenter le nombre, car en contrepartie de tout ça, ils lui doivent des revenus mais surtout des obligations militaires. Alors attention, cela dit, le timar ça n'a rien à voir avec le système féodal, c'est temporaire, généralement ça ne dure que 3 ans.
Mais en plus, c'est aussi un nouveau moyen de lutter contre le pouvoir et la richesse de l'aristocratie locale et des ordres religieux. Encore un procédé qui ne lui fait pas que des amis qui viennent régulièrement gueuler. Mais ça, il s'en cogne toujours autant. Je m'en fous. Vous n'avez pas le droit. Avec ce blé, non seulement il finance des campagnes, non seulement il construit des forteresses, comme par exemple en 1463 Sultaniye et Kilid Bahir pour protéger le détroit des Dardanelles et ainsi éviter à Constantinople une attaque maritime, mais surtout, il améliore son armée, qu'on qualifiait déjà depuis longtemps de meilleure armée d'Europe. Et bien avec lui, curieux de tout et à l'esprit très ouvert comme on l'a déjà vu du temps du siège de Constantinople, c'est loin de s'arrêter là. Non seulement les effectifs augmentent beaucoup, notamment chez les janissaires qui sont 6 à 10 000 à la fin du règne, ou chez les timariotes qui sont 40 000 en 1475, dépassant assez largement les effectifs dont disposent à l'époque les Européens, mais en plus de ça, il fait développer de plus en plus sa flotte, notamment avec les conseils de Génois. Construite initialement pour la prise de Constantinople où il avait prévu son extraordinaire utilité, il l'utilisera par la suite régulièrement pour appuyer ses campagnes militaires. Elle fera de tels progrès que moins d'un siècle plus tard, elle fera trembler la Méditerranée. Encore une fois, pour des mecs qui sont récemment descendus des steppes et qui n'y connaissent rien en bateau, c'est un gros progrès. C'est merveilleux. Regardez. 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 Vous avez déjà vu ça, vous? Mais surtout, chose qui a déjà fait sa réputation et qui montrait déjà bien son esprit innovant, il accorde de plus en plus d'importance à son artillerie, faisant des progrès spectaculaires tout au long de son règne, améliorant en taille ou en puissance ses canons, les faisant même fondre directement sur les lieux assiégés, une grande nouveauté évitant d'avoir à les transporter, permettant donc ainsi de déplacer beaucoup plus rapidement ses armées. Ça, plus l'utilisation croissante d'arquebuses, etc., ça fait de son artillerie l'une des plus, si ce n'est la plus dévastatrice et perfectionnée qui soit pour l'époque, dont les effets psychologiques sur l'ennemi sont largement aussi ravageurs que ses boulets. Avec tout ça, son armée est donc parfaitement rodée et largement en avance sur son temps, que ce soit en termes d'équipement, d'effectifs, d'efficacité ou de logistique, et ce par rapport à tous ses adversaires, que ce soit les Turcomans d'Anatolie, les Mamelouks d'Égypte, les Hongrois, Valaques, Albanais, Serbes, Bosniaques et Moldaves en Europe de l'Est, ou encore les Vénitiens, Génois, Catalans, Chevaliers de Rhodes et autres occidentaux, alors souvent trop tournés vers leur passé et leurs glorieux combats chevaleresques. D'ailleurs, à l'inverse, très logiquement, la perte de cet appétit d'innovation qui avait permis l'essor du sultanat par rapport à l'Europe sera une des raisons pour laquelle le sultanat va se casser la gueule, quand les Européens s'y intéresseront plus que les Ottomans, ceux-ci se tournant alors trop vers leur glorieux passé. Mais pour le moment, on n'en est pas là. L'avantage, c'est Mehmed qui l'a, et il va bien le mettre à profit. Non sans faire des jaloux. Évidemment, avec des moyens pareils, moi aussi j'y arrive. Alors accrochez-vous, parce que l'hyperactif qu'il était, en 30 piges, il en a conquis un bon paquet de territoires, faisant beaucoup bouger les frontières, ce dont je vais tenter ici de donner un aperçu rapide. Déjà, en tant que nouvel héritier des empereurs romains d'Orient, il ne va pas se limiter à Constantinople, il va chercher tout son règne à remettre la main sur l'intégralité des territoires qui constituaient leur empire. Ainsi, il va s'emparer progressivement de la Morée grecque en 1458-1460, où régnaient encore les deux derniers frères de Constantin XI, Dimitrios et Thomas Paléologue. Puis, en 1461, par terre et par mer, il s'emparera carrément de l'empire de Trébizonde, ultime bastion byzantin, où régnait depuis 1204 la famille des Comnènes. Et après ça, enfin, Appu byzantin. Appu byzantin, d'accord, mais l'ancien empire byzantin, ça n'était pas que ça. Il va donc chercher à récupérer les possessions latines en Grèce ou en mer Égée, autrefois ou toujours détenues par les Vénitiens, les Génois, les Catalans et autres latins installés là depuis la 4e croisade, au détriment de l'empire byzantin. Et au-delà de l'empire byzantin, c'est aussi parce que ça le gêne d'avoir ça aussi près de sa capitale. Sans vous faire le détail, il va donc chasser façon rouleau compresseur Vénitiens et Génois de presque toutes leurs possessions orientales, comme Lebé pour les Vénitiens en 1470, ou les comptoirs génois comme Amastris en 1459 en mer Noire. Mer Noire, d'ailleurs, dont Mehmed voulait faire un lac turc, tâche qu'il parachèvera en 1475 avec la prise de Kaffa par sa flotte et la suzeraineté qu'il imposera au Khanat de Crimée. Ah bah je sais que c'est compliqué, mais je vous avais prévenu. Il met aussi fin au duché latin d'Athènes en 1456, en s'emparant de l'antique cité où il admire longtemps l'acropole, car fin lettré et avide de savoir, il en connaissait bien l'histoire. Bref, à la fin de son règne, les possessions latines en Grèce seront donc très réduites, ou alors carrément ses vassales. Vénitiens et Génois, par exemple, ne conserveront qu'une poignée de comptoirs chacun. Il leur en restera si peu que, pétochant à l'idée de les perdre, ils réfléchiront souvent à 2 fois avant de provoquer le sultan. Même quand le pape leur ordonnait. Allez-y, bon sang, maniez-vous le fion, espèce de grosse dinde!
Sa guerre avec Venise fut d'ailleurs assez continue, elle commença dès 1462 et se prolongea malgré quelques trêves jusqu'en 1479. Elle fut d'ailleurs particulièrement dévastatrice pour Venise, qui perdit non seulement une bonne partie de son commerce oriental, beaucoup de colonies, mais surtout énormément d'argent, que ce soit en gains commerciaux perdus ou en sommes englouties dans l'armée, la marine, l'artillerie, pour au mieux tenter de reconquérir les territoires perdus, mais le plus souvent pour simplement défendre ceux qui restent. Malgré l'arsenal de Venise, merveille du temps turbinant sans arrêt pour produire navires, armes et armures, malgré une flotte faisant autrefois la Loire dans la Méditerranée et qui seule pouvait battre celle des Ottomans, ils auront la plupart du temps le dessous face à celui qu'ils appellent le Grand Turc. On pourrait d'ailleurs penser que dans ce conflit, comme dans beaucoup d'autres impliquant des chrétiens face aux Ottomans, eh bien les Occidentaux se bougeraient un peu le derche, surtout après l'amer constat que fut la perte de Constantinople due avant tout à leur inaction. Eh bien pas du tout. Tous étaient toujours trop occupés avec leurs propres petites guerres intestines, ou alors bien trop contents de voir leurs voisins se casser la gueule. C'est typiquement ce qui arriva à Venise, détesté par tous ses rivaux italiens à cause de sa volonté d'hégémonie sur toute l'Italie. Bref, ces conflits internes et cet égoïsme permanent seront de précieux alliés de Mehmet et de ses successeurs, montrant que le temps d'une chrétienté unie et solidaire était bien révolu. Si les campagnes ottomanes susciteront régulièrement des appels à la croisade de la part des papes, eh ben il n'y aura pas grand monde pour les écouter. Ça vous emmerde ce que je raconte? Non. Bon. Sinon, n'hésitez pas. Hein. Outre les restes byzantins et occidentaux du coin, il s'attaque très tôt aux Balkans, où son principal adversaire reste la Hongrie, l'affrontant sur leurs frontières communes, mais aussi dans de plus petits états tampons. Par exemple, Mehmet essaye dès 1454 de s'emparer du despotat de Serbie, qu'il absorbera définitivement en 1459, mais Belgrade, magistrale forteresse, lui échappera, notamment parce qu'en faisant son siège en 1456, il s'est fait ratatiner la gueule par les Hongrois venus pour la défendre et ainsi éviter de se retrouver avec une menace ottomane trop proche. La Valaquie de Vlad III l'Empaleur, elle, sera remise à sa place de vassal en 1462, la Bosnie sera annexée en 1463, et la Moldavie d'Étienne le Grand, un peu trop en confiance, prendra une claque sur le museau en 1476, résistant cela dit suffisamment pour ne pas finir annexée. D'ailleurs, dans certains cas, les Ottomans, comme par exemple en Valaquie, préféraient vassaliser les vaincus, tout simplement parce que ça rapportait plus de bif par tribu que si elles avaient été purement conquises. Mais dans les Balkans, il y eut plus coriace que tout ça. L'Albanie. Porte ouverte vers l'Adriatique et le nord des Balkans, elle lui résiste longtemps, recevant du soutien non seulement de la part du royaume de Naples, mais aussi de Venise et du pape. Et si elle lui résiste aussi bien, c'est essentiellement grâce à un incroyable chef de guerre, élevé chez les Ottomans, ayant pour eux dans sa jeunesse mené des campagnes en Anatolie, mais revenu en 1443 pour retrouver son pays et sa foi d'origine, le célèbre Skanderbeg, que les Ottomans estiment énormément malgré sa trahison. Avec lui, l'Albanie dont il possède déjà un bout va leur donner du fil à retordre, car ne serait-ce que sous Mehmet, il y a plusieurs tentatives d'invasion. 1457, 1464, 1466, 1468, date de la mort de Skanderbeg, 1474, 1478 avec la reddition de la ville de Croya, et enfin 1479 avec celle de Shkodër, deux importantes places fortes qui leur résistent très longtemps. Les Ottomans occupent enfin une autre bonne partie de l'Albanie, mais même avec ça, toute l'Albanie n'est pas encore conquise. Toute, non. Autre problème, oriental physiquement mais occidental pourtant, Rhodes, épine dans le pied sultanal. Depuis 1307, les chevaliers de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, les hospitaliers si vous préférez, en ont fait leur quartier général, qu'ils ont enlevé aux Byzantins avec quelques îles autour. Ayant initialement dans l'idée d'en faire une tête de pont pour relancer la croisade, ils servent surtout à appuyer les opérations chrétiennes en Orient, aidant par exemple les croisés après le désastre de Varna, à secourir, accueillir et soigner les pèlerins se rendant en Terre Sainte, mais surtout à combattre les navires pirates turcs, les navires ottomans, les navires mamelouks, etc., tombant régulièrement dans de la pure piraterie, s'attaquant parfois même aux navires chrétiens. Et en plus de ça, au début du règne de Mehmet, ils ont été les seuls à refuser de lui payer un tribut. Ça, plus leur piraterie incessante sur les côtes turques, ça le gonfle assez vite Mehmet, et s'il envoie une flotte dès 1455 pour piller les côtes de leur possession, sans pour autant s'attaquer à Rhodes bien trop défendu, il finit en 1480 par envoyer l'amiral Messi Pacha et une grande flotte pour régler définitivement le problème de Rhodes face au grand maître Pierre d'Aubusson. Le siège, qui durera de la fin mai jusqu'à début août, se soldera par un échec ottoman. On dit que Mehmet en fut si furieux qu'il jura de revenir reprendre le siège lui-même, ce qui fit pas mal pétocher Rhodes, mais heureusement pour eux, il mourut l'année suivante. Je peux vous dire qu'il y en a qui ont clairement allumé des cierges. Mais il envisageait même d'aller plus loin que tout ça. Depuis 1473, ses avancées dans les Balkans lui avaient permis de lancer des razzias grâce à ses akinji, la cavalerie légère,
jusque dans les faubourgs de Venise, qui pétocha plus que jamais. Mais là où l'Italie eut vraiment la frousse de sa vie, c'est bel et bien pendant ce même été 1480 dont nous parlions. Dans le sud de la Botte, près d'Otrante, débarquèrent des troupes ottomanes avec à leur tête leur gouverneur, Gedik Ahmed Pacha, un militaire ambitieux et courageux, qui prit la ville d'Otrante le 12 août. Terreur absolue et stupeur horrifiée dans toute l'Italie, le pape appelant immédiatement à l'oubli des petites querelles de voisinage pour tous s'unir face à ce grand péril. Mais bon, là aussi du coup, heureusement pour eux, le Grand Turc mourut l'année suivante et les Ottomans quittèrent l'Italie. Et on revint aussitôt à ces petites querelles de clochers, malgré cet avant-goût évident de ce qui pouvait arriver. Mais bon, on ne s'en refait pas. Mais parlons enfin du dernier front. Jusqu'ici, on a beaucoup parlé de ces expéditions à l'ouest et au nord comme s'ils ne s'occupaient que de l'Occident. Mais il ne faut pas oublier celles qui eurent lieu à l'est, comme par exemple l'annexion pure et simple de ces vassaux de Jandaride ou de l'émirat de Sinope en 1461 pendant l'expédition vers Trébizonde, on fait d'une pierre deux coups. Ou encore de ces conflits avec les Karamanides, d'anciens rivaux qui supportaient mal le joug ottoman. Mais les plus importantes de ces expéditions à l'est restent celles contre son pire ennemi oriental, Uzun Hasan, émir de l'immense empire de tribus turcomanes qu'étaient les Ak Koyunlu, dont le nom terrifiant en a fait trembler plus d'un. Nom terrifiant qui signifie mouton blanc. Oui, je sais. Quand on n'est pas habitué, c'est assez impressionnant. Uzun Hasan, pour faire chez Mehmet ou pour lorgner l'Anatolie, on ne sait pas bien, s'associe donc aux Karamanides, à Venise et même au début à Trébizonde. Il représente donc une grave menace pour Mehmet, ou du moins une préoccupation sérieuse, l'empêchant de se consacrer entièrement à ses autres campagnes. La guerre entre les deux est donc inévitable et dure de 1463 à 1473, se soldant par la bataille de Tloukbeli le 11 août 1473. Manquant d'armes à feu promises par Venise et se battant comme l'ont toujours fait les tribus turcomanes depuis le Moyen-Âge et même avant, il s'est fait latter la gueule par les troupes modernisées de Mehmet, qui va massacrer presque toute son armée. Cela dit, il épargne Uzun Hasan parce que c'est un souverain musulman et turc. La famille, c'est important. Il va donc survivre encore quelques années, lui et son empire, avant d'être écrasé par les Safavides d'Iran, qui à leur tour vont bien faire chier les Ottomans aussi. Mais c'est une autre histoire. Et pour finir, c'est justement en Anatolie qu'il réunit une dernière fois ses troupes, qu'il conduit lui-même, comme le veut la tradition ottomane, lorsqu'il meurt le 3 mai 1481 à 49 ans, après de longues années de maladie, sans doute dues à ses excès alimentaires, alcoolisés, etc. La campagne en cours s'interrompt donc, car il avait pris l'habitude, ce qui montre une dernière fois sa conception autoritaire du pouvoir, de ne jamais divulguer les objectifs de ses campagnes militaires. Donc voilà, on s'arrête. Peut-être qu'il préparait une expédition contre Rhodes, comme il l'évoquait quelques mois plus tôt, mais on sait pas. Peut-être qu'il visait plutôt les Mamelouks d'Égypte, en déclin, autre grande puissance musulmane avec qui les relations se détérioraient, on sait pas. Voilà, c'est quand même con parce que les troupes étaient chaudes, Où est-ce qu'on va? Mehmet laisse donc un héritage considérable, que ce soit par ses conquêtes, par ses constructions, par ses réformes militaires ou par ses initiatives politiques, mais qui ne seront pas toujours bénéfiques sur le long terme d'ailleurs. Par exemple, l'implantation définitive du système des Kapı-Kulu, au début super efficace, va poser problème assez vite, avec par exemple des janissaires au pouvoir toujours grandissant et menaçant celui du sultan, au détriment d'une aristocratie locale de plus en plus lésée, et dont certains pensent que l'esprit de compétitivité au sein de l'exercice du pouvoir aurait pu faire du bien au sultanat. Mais à la place, on va vite se retrouver, dès la fin du XVIIe, avec des sultans qui n'ont plus la flamme de leurs ancêtres, qui se reposent sur les lauriers de ceux-ci, et qui se font progressivement bouffer par les janissaires, alors même qu'ils règnent de façon absolue. Il lèguera aussi son Kanuname, un recueil sur papier de lois soit édictées par lui, soit antérieures à son règne, soit prises aux nouveaux pays conquis afin de mieux assimiler les nouvelles populations de son empire, en étant d'ailleurs souvent plus tendre avec elles que leurs anciens maîtres. Typiquement en Serbie, il va diminuer les corvées des paysans. De ce Kanuname, on retient souvent la loi du fratricide, qui autorise le sultan à étrangler ses frères, ses neveux et ses oncles, afin d'éviter les risques de morcellement de l'Empire et de guerre civile. C'est pas Jojo, mais c'est efficace. Mais bon, comme la plupart des autres règles de son Kanuname, il l'a pas inventé, il l'a juste mise à l'écrit. Bayezid Ier par exemple, il l'avait pas attendu pour étrangler son frère. J'avais pourtant étranglé pendant 5 bonnes minutes le fumier. Il était bleu outre-mer, avec une jolie langue gonflée comme une escalope de dinde, et pourtant, croyez-moi si vous voulez, il respirait encore la vieille carne. Autre héritage moins connu et moins mis en valeur qu'il légua à son empire, et qui nous permet de parler un peu plus de lui en tant qu'homme, ses nombreuses passions intellectuelles et artistiques. Curieux de tout, on lui savait une impressionnante collection de bouquins, il avait au moins 800 ouvrages, de toutes sciences et de toutes origines, c'est-à-dire
perses, arabes, grecs, latines et autres, une grande collection aussi de cartes et de portulans, ou encore beaucoup de reliques chrétiennes, et surtout un intérêt tout particulier pour les arts de la Renaissance italienne, surtout les portraits, pourtant mal vus par l'islam. Il fit souvent venir à Constantinople des artistes italiens de renom, notamment de grands portraitistes, comme par exemple Bellini, dont certains tableaux nous sont parvenus, et qui ont réalisé pour lui quantité de portraits, de fresques, de mosaïques, de médaillons, de verres soufflés, etc. Pour conclure, cet héritage considérable sera certes apprécié, mais plus tard. Sur le coup, il laisse beaucoup de mécontents. Les populations qu'il déporta pour peupler Constantinople, les ordres religieux qu'il déposséda, les grandes familles aristocratiques qu'il écarta du pouvoir et dont il confisqua les terres, l'armée qu'il épuisa en campagnes incessantes, le peuple lassé des dévaluations monétaires, ou encore les musulmans frustrés de voir des chrétiens islamisés, des arméniens, des juifs ou des chrétiens étrangers prendre de plus en plus de place dans l'entourage du sultan, ou simplement scandalisés par ses goûts littéraires et artistiques, lui faisant frôler l'impiété. Ajoutez à ça ses ennemis orientaux et européens qui étaient très nombreux, et vous comprenez qu'on suppose parfois, même si ça reste hypothétique, qu'il a été assassiné. Et d'ailleurs, on soupçonne souvent son fils Bayezid, qui était très brouillé avec lui et qui était très religieux, contrairement à son père. Mais évidemment, il nie. Pour une fois, c'est pas moi. J'étais là. Je priais. En effet, celui qui lui succédera sous le nom de Bayezid II était très religieux, au point qu'on le surnomme le Saint. Mais si on écoute son père, il était surtout bigot et opiomane. C'est là où je veux en venir. Mehmet et Bayezid étaient très brouillés, au point que Bayezid s'était entouré de gens mécontentés par le régime de son père, avec évidemment beaucoup de religieux. Et si je vous parle aussi de cette hypothétique tentative d'assassinat, qui a peu de chances d'être vraie, c'est surtout parce que ça montre le monde qu'il y avait entre Mehmet et Bayezid. D'ailleurs, typiquement à la mort de Mehmet, Bayezid fera vendre au bazar une bonne partie de ses œuvres d'art, de sa bibliothèque, de ses reliques, etc. Il fera aussi détruire les fresques italiennes commandées par son père, et carrément pendre son bibliothécaire jugé hérétique. Mais si cette partie de son héritage est facile à faire disparaître, il y en a d'autres qui lui succéderont longtemps. Notamment parce que ces brillants héritiers, comme Sélim Ier ou Soleiman Ier, se rendront compte qu'elles peuvent rester longtemps efficaces, car elles étaient très innovantes. Longtemps. Pas indéfiniment. C'est le problème d'une innovation, hein. Si on continue à utiliser des trucs qui étaient innovants il y a 4 siècles, il y a forcément un moment où ça va se casser la gueule. Et c'est typiquement ce qui est arrivé au sultanat ottoman. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à venir en discuter dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux. Un énorme merci aux tipeurs, comme d'habitude vous êtes les meilleurs, on va en reparler. Si vous en avez vous aussi l'envie et les moyens, vous pouvez me faire un don sur le site Tipeee. Quand je dis qu'on va en reparler après, c'est que je vous dois vraiment beaucoup, puisque vous me permettez d'avoir la moitié ou presque d'un SMIC dans les meilleurs mois, donc c'est extraordinaire. Mais du coup, je suis obligé aussi d'avoir un taf alimentaire à côté, et gérer les deux c'est parfois compliqué. Typiquement, je viens d'enquiller 2 mois super vénères, à faire, certes, 2 semaines concentrées sur ces vidéos, mais par exemple une vidéo comme celle que vous venez de voir, du coup c'est beaucoup plus long, donc c'est beaucoup plus de recherche, d'écriture, de lecture, de réécriture, de relecture, de tournage et de montage. Donc c'est vraiment beaucoup de temps et c'est très crevant, et il faut savoir que 2 semaines par mois pour ça, ça ne suffit pas. Les 2 autres semaines, du coup, certes je bosse dans un taf alimentaire, mais le soir, je continue à bosser sur mes projets perso, on va dire, donc sur cette chaîne. Et les jours off, ils sont pas tellement off, puisque pareil, je bosse, ou surtout je fais les tournages quand j'ai le temps. Alors après, je sais bien que c'est une passion, je suis pas là pour vous demander de me sortir un SMIC tout droit comme ça, tous les mois. Vous avez aucune obligation envers moi, c'est pour ça que vos dons sont particulièrement extraordinaires. Vous me faites énormément de dons par rapport à la taille de ma chaîne, on n'est que 25 000, mais je touche quasiment 600 balles, ce qui est énorme. Mais juste, j'aimerais rappeler que certes, c'est une passion, mais c'est aussi beaucoup de boulot. Typiquement, cette vidéo, ça fait plus d'1 mois que je suis dessus, alors même que j'étais en train de bosser le taf alimentaire, et que j'étais déjà sur la réécriture, le tournage et le montage de la vidéo du mois de mars, qui était donc sur Morgan, la deuxième partie de Morgan. Là, je suis particulièrement lessivé, je suis dans le rush, j'ai dû refuser, ce qui est quand même un petit peu, c'était un pari risqué, mais j'ai dû refuser une semaine de taf alimentaire pour pouvoir finir cette vidéo à temps, pour pouvoir publier une vidéo en avril. Même si j'ai horreur de faire ça, j'aimerais juste le rappeler, quoi. C'est vraiment beaucoup de taf. Et voilà, là je suis assez sur les rotules, quoi. Donc voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Vous êtes les meilleurs, vous êtes une communauté super fidèle. En plus, c'est super chouette parce que dans les commentaires, vous vous engueulez jamais. Alors que bon, il y a plein de sujets que j'ai abordés qui étaient un petit peu tendax, il y a la prise de Jérusalem, tout ça. Mais vous vous engueulez jamais, vous êtes une super communauté. Donc vraiment, merci beaucoup. C'est un plaisir de faire ça aussi parce que justement, je peux échanger avec vous. Mais je crois que je me répète un peu, c'est la fin du tournage, fin du 2e tiers, c'est-à-dire qu'il reste encore un tiers à tourner. Encore une fois, merci et portez-vous bien.